pense pas que nous terminerons aujourd'hui parce qu'il est plus long. Et ce sera donc en chuchoté, bien évidemment, et il se prénomme Suite des souvenirs du docteur Watson. Voilà, c'est parti les amis. La furieuse résistance de notre prisonnier ne parut dénoter nulle férocité à notre égard, car en se voyant réduit à l'impuissance, il sourit aimablement et exprima l'espoir qu'il ne nous avait pas blessés dans la bagarre. « Je suppose que vous allez me mener au poste, dit-il à Sherlock Holmes. Ma voiture est en bas, et si vous voulez bien me délier les jambes, j'y descendrai. Je ne suis pas aussi léger à porter que je les étais autrefois. » Gregson et Lestrade échangèrent un regard. Ils trouvaient cette proposition plutôt osée, mais Holmes prit tout de suite le prisonnier au mot et dénoua la serviette qu'il avait attachée autour de ses chevilles. Il se leva, étendit les jambes comme pour s'assurer qu'elles avaient bien recouvré leur liberté. Je me rappelle qu'en le regardant, je pensais que j'avais rarement vu un homme aussi puissamment bâti. Son visage hâlé était empreint d'une expression de résolution et d'énergie aussi formidable que sa force physique même. S'il existe une place vacante de chef de police, vous êtes à mon avis l'homme qu'il faut, dit-il, en regardant mon compagnon d'un air d'admiration évidente. La façon dont vous m'avez dépisté en est la garantie. Vous feriez mieux de venir avec moi, dit Holmes aux deux détectives. Je peux vous conduire, dit Lestrade. Bien, et Gregson viendra à l'intérieur avec moi. Vous aussi, docteur, vous vous êtes intéressé à l'affaire et vous pouvez bien ne pas nous quitter. J'y consentis avec plaisir et nous descendîmes tous ensemble. Notre prisonnier n'essaya pas de s'échapper, mais monta calmement dans la voiture qui avait été la sienne. Nous le suivîmes. Lestrade monta sur le siège, fouetta le cheval et nous mena rapidement à destination. On nous fit entrer dans une petite pièce où un inspecteur de police prit le nom du prisonnier et ceux des personnes qu'il était accusé d'avoir assassinées. Le fonctionnaire était un homme pâle et impassible qui remplissait ses fonctions d'une manière morne et machinale. Le prisonnier passera en justice dans le courant de la semaine, dit-il. En attendant, monsieur Jefferson Hope, y a-t-il quelque chose que vous désiriez dire? Je dois vous avertir que vos paroles seront transcrites et pourront servir contre vous. J'en ai long à dire, répondit posément notre prisonnier. Je veux tout vous dire, messieurs. Ne vaudrait-il pas mieux réserver cela pour le procès? Demanda l'inspecteur. Je pourrais bien n'être jamais jugé. Inutile de vous alarmer. Je ne pense pas au suicide. Êtes-vous médecin? En posant cette question, il avait tourné vers moi ses yeux sombres et brûlants. Oui. Alors, mettez votre main ici. Et avec un sourire, il levait vers sa poitrine ses poignets chargés de menottes. Je fis ce qu'il demandait, et tout de suite, je sentis des battements extraordinaires du cœur. Les parois de sa poitrine semblaient vibrer et trembler comme le ferait un frêle baptisant. Dans le silence de la pièce, je pouvais entendre un souffle et un frémissement qui venaient de la même cause. Mais, m'écriai-je, vous avez un anévrisme de la aorte. C'est comme ça qu'on l'appelle, dit-il avec calme. Je suis allé voir un docteur
l'exactitude du récit qu'on va lire. J'ai pu consulter en effet le carnet de notes de Lestrade. Les paroles du prisonnier y avaient été inscrites exactement comme elles furent prononcées. Peu vous importe pourquoi je haïssais ces deux hommes, dit-il. Il vous suffira de savoir qu'ils se sont rendus coupables de la mort de deux êtres humains, un père et sa fille, et qu'ils étaient de ce fait passibles de la mort. Toutefois, après le laps de temps qui s'est écoulé depuis leur crime, il m'était impossible de réunir les preuves convaincantes qu'il faut fournir devant n'importe quel tribunal. Mais je savais qu'ils étaient coupables, et j'ai pris la résolution d'être tout à la fois le procureur, le juge et le bourreau. Vous auriez agi de même si vous êtes des hommes et si vous aviez été à ma place. Cette fille dont j'ai parlé devait m'épouser il y a 20 ans. Elle a été contrainte d'épouser ce Dreeber, et ce mariage a brisé mon cœur. En ôtant son alliance de la main de la mort, j'ai juré que les yeux mourants de Dreeber regarderaient ce même anneau, et que sa dernière pensée serait pour ce crime qu'il expiait. Cette alliance, je l'ai toujours portée sur moi, et j'ai traqué l'homme et son complice à travers 2 continents jusqu'au jour où je les ai pris. Ils ont cru me lasser, mais ils ne l'ont pas fait, et si je meurs demain, comme c'est possible, je mourrai sachant que ma tâche en ce monde est remplie et bien remplie. Ils ont péri par ma main, il ne me reste rien à espérer, rien à désirer. Ils étaient riches et j'étais pauvre, de sorte qu'il ne m'était pas facile de les suivre. Quand je suis arrivée à Londres, ma poche était à peu près vide, et j'ai compris qu'il me fallait faire quelque chose pour vivre. Conduire une voiture, monter à cheval sont pour moi aussi naturel que la marche. Je m'adressai donc au bureau d'un propriétaire de voiture et j'eus bientôt du travail. Je devais chaque semaine rapporter à mon patron une somme convenue et le surplus m'appartenait. Il était rare qu'il y eût un gros surplus, mais je me suis arrangée pour économiser quand même. La besogne la plus difficile, ce fut d'apprendre à me retrouver, car, à mon avis, de tous les labyrinthes qu'on n'a jamais imaginés, cette ville est assurément le plus embarrassant. Mais j'avais un plan à côté de moi, et quand une fois j'ai eu situé les principaux hôtels et les gares, je m'en suis assez bien tirée. Il s'est écoulé quelque temps avant que je ne trouve où mes 2 messieurs demeuraient, mais je me suis informée ici, là et ailleurs, tant et si bien qu'à la fin j'ai trouvé. Ils étaient dans une pension de famille à Camberwell, de l'autre côté de la Tamise. Quand je les ai eus découverts, je savais que je les tenais à ma merci. J'avais laissé pousser ma barbe, et ils n'avaient aucune chance de me reconnaître. Je voulais les suivre encore et toujours, jusqu'à ce que se présente mon occasion. Ils ne m'échapperaient plus. Ma résolution en était bien prise. Pourtant, il s'en fallut de peu. N'importe où ils allaient dans Londres, j'étais toujours sur leurs talons. Quelquefois, je les suivais en voiture et quelquefois à pied. La voiture était préférable, car ils ne pouvaient alors s'écarter bien loin de moi. Ce n'était que de bonne heure le matin et tard dans la soirée que je pouvais gagner quelque argent, de sorte que j'ai commencé à me trouver en retard avec mon employeur, mais cela ne me tourmentait guère dès l'instant que je pouvais mettre la main sur mes hommes. Ils étaient rusés pourtant. Peut-être ont-ils pensé qu'ils risquaient d'être suivis, car ils ne sortaient jamais seuls et jamais non plus après la tombée de la nuit. Pendant 2 semaines, je les ai suivis en voiture tous les jours, et jamais je ne les ai vus l'un sans l'autre. Dreeber était sous la moitié du temps, mais Stangerson était toujours sur ses gardes. Je les ai surveillés tôt ou tard sans jamais entrevoir l'ombre d'une possibilité,
se rompe un peu trop tôt et que je ne laisse ma tâche inaccomplie. À la fin, un soir, j'allais et venais le long de Torquay Terrace, comme on appelait la rue où ils demeuraient, quand j'ai vu un fiacre s'avancer jusqu'à leur porte. Un moment après, on sortit des bagages de la maison, puis Dribber et Stangerson les suivirent et s'en allèrent. J'ai alors fouetté mon cheval et je ne les ai pas perdus de vue. J'étais inquiet, car je craignais qu'ils n'aillent peut-être vivre ailleurs. À la gare d'Euston, ils sont descendus. J'ai donné mon cheval à garder à un gamin et je les ai suivis sur le quai. Je les ai entendus s'informer du train de Liverpool. L'homme d'équipe leur répondit qu'il venait de partir et qu'il n'y en aurait pas d'autre avant quelques heures. Stangerson en parut contrarié. Dribber, au contraire, avait l'air plutôt satisfait. Dans le va-et-vient du quai, je me suis si bien rapproché d'eux que je pus entendre tout ce qu'ils disaient. Dribber dit qu'il avait une petite affaire à régler et il demanda à l'autre de l'attendre, ajoutant qu'il le rejoindrait bientôt. Son compagnon lui fit quelques remontrances et lui rappela qu'ils avaient résolu de ne pas se quitter. Dribber répondit que c'était une chose délicate et qu'il devait y aller seul. Je n'ai pas pu saisir ce que Stangerson a répondu, mais l'autre s'est mis à jurer, lui a rappelé qu'il n'était qu'un serviteur à gage et qu'il ne devait pas se permettre de lui donner des ordres. Sur ce, le secrétaire n'a pas insisté et il fut convenu que si Dribber manquait le train, il rejoindrait Stangerson à l'hôtel Holiday, à quoi Dribber répondit qu'il serait de retour sur le quai avant 11 heures. Là-dessus, il sortit de la gare. Le moment que j'avais attendu si longtemps était enfin venu. Je tenais mes ennemis en mon pouvoir. Ensemble, ils pouvaient se protéger mutuellement, mais séparés, ils étaient à ma merci. Je n'ai pas agi cependant avec une hâte irréfléchie. Mon plan était déjà établi. Il n'y a pas de satisfaction dans la vengeance si l'offenseur n'a pas le temps de bien savoir qui le frappe et pourquoi il expire. J'avais arrangé un plan qui me donnerait la possibilité de faire comprendre à celui qui avait fait mon malheur qu'il s'agissait d'expier son crime ancien. Quelques jours auparavant, un monsieur chargé de surveiller quelques maisons dans Brixton Road avait par mégarde laissé tomber la clé de l'une d'elles dans ma voiture. On l'avait réclamée et rendue le soir même, mais j'en avais fait façonner une semblable dans l'intervalle. Au moyen de cette clé, il existait dans cette grande ville un endroit au moins où j'avais accès, où je pouvais compter agir librement et sans être dérangé. Comment mener Dribber dans cette maison? C'était là le problème difficile qu'il me restait maintenant à résoudre. Sorti de la gare, Dribber est entré dans un ou deux bars demeurant presque une demi-heure dans le dernier. Quand il en est sorti, il marchait d'un pas mal assuré et était de toute évidence assez gris. Il y avait une voiture juste devant moi, il lui fit signe. Je la suivis de si près que le nez de mon cheval la toucha presque tout le long du chemin. Nous avons traversé Waterloo Bridge et parcouru des kilomètres de rue jusqu'à ce que, jugez de mon étonnement, nous nous soyons retrouvés dans cette même rue où il avait logé. Je ne pouvais imaginer quelle était son intention en revenant là, mais j'ai continué de rouler et je me suis arrêtée à 100 mètres de la maison. Il y est entré et sa voiture s'en est allée. « Donnez-moi un verre d'eau, s'il vous plaît. J'ai la gorge sèche à force de parler. » Je lui passai un verre d'eau qu'il avala. « Ça va mieux. Eh bien, il y avait environ un quart d'heure que j'attendais, quand me parvint tout à coup comme un bruit de gens qui se disputaient dans la maison. L'instant d'après, la porte s'ouvrait brusquement et deux hommes parurent. L'un était Dribber et l'autre un jeune gars que je n'avais jamais vu.
carrosser Dripper avec son gourdin si le malandrin ne s'était enfui aussi vite que le lui permettaient ses jambes vacillantes. Il a couru jusqu'au coin de la rue et alors, apercevant ma voiture, il m'a appelé et a pris place à l'intérieur. « Conduisez-moi à l'hôtel Holiday », m'a-t-il dit. Quand je l'ai tenu ainsi, à l'intérieur de ma voiture, mon cœur sautait de joie, à tel point que j'avais peur qu'au dernier moment, mon anévrisme ne se rompe. J'ai roulé lentement, pesant dans ma pensée ce qu'il fallait mieux faire. Je pouvais le mener directement dans la campagne, et là, dans un chemin désert, avoir avec lui ma dernière entrevue. Je m'y étais presque décidée, quand lui-même a résolu le problème pour moi. Le désir de boire s'était de nouveau emparé de lui. Il me commanda d'arrêter devant un bar. Il y entra, après m'avoir dit de l'attendre. Il y est resté jusqu'à la fermeture, et quand il est sorti, il était si mûr que je savais que j'avais tous les atouts en main. N'imaginez pas que j'avais l'intention de le tuer de sang-froid. C'eût été justice de le faire, mais je ne pouvais m'y résoudre. Depuis longtemps, je m'étais dit que je lui donnerais une chance de se sauver s'il le voulait. Parmi les nombreuses places que j'ai occupées durant ma vie de vagabond en Amérique, j'ai été quelque temps concierge, chargé du nettoyage dans un laboratoire du New York College. Un jour que le professeur faisait un cours sur les poisons, il a montré à ses élèves un alcaloïde. C'est comme ça qu'il l'a appelé, et il avait extrait une plante américaine et qui était si puissant que le moindre grain provoquait la mort instantanément. J'ai remarqué le flacon dans lequel il gardait ce poison, et quand tout le monde a été parti, j'en ai pris un peu. Je savais assez bien préparer ces choses-là, et j'ai fabriqué avec cet alcaloïde 2 petites pilules solubles, et j'ai mis chacune de ces pilules dans une boîte avec une autre pilule semblable, mais qui ne contenait pas le poison. J'ai décidé à ce moment-là que quand l'occasion s'en présenterait, ces messieurs prendraient chacune une pilule dans la boîte, tandis que j'absorberais celle qui restait. Ça serait tout aussi mortel et moins bruyant que de se canarder à travers un mouchoir. Depuis ce jour-là, j'ai toujours eu mes 2 boîtes de pilules sur moi, et le moment était venu de m'en servir. Il était plutôt 1 heure que minuit. C'était une nuit noire et sauvage. Le vent soufflait violemment, et la pluie tombait à torrents. Bien que tout fût lugubre au dehors, au-dedans de moi j'étais content, si content que j'aurais chanté de joie. Si l'un de vous, messieurs, avait jamais désiré quelque chose ardemment, s'il avait désiré pendant 20 longues années, et s'il avait tout à coup trouvé cette chose à sa portée, vous comprendriez ce que j'éprouvais. J'ai allumé un cigare et j'ai fumé pour calmer mes nerfs, mais mes mains tremblaient, mes tempes battaient tant j'étais excitée. Tout en avançant, je voyais le vieux Jean Ferrier et la douce Lucie qui me regardaient dans l'obscurité et qui me souriaient. Je les voyais aussi nettement que je vous vois dans cette pièce. Sur tout le
Je me suis mis à rire très fort et longuement. J'avais toujours su que la vengeance me serait douce, mais je n'avais jamais espéré ce contentement de mon âme qui me possédait alors tout entier. Vil chien, lui ai-je dit, je t'ai pourchassé de Salt Lake City jusqu'à Saint-Pétersbourg, et toujours tu m'as échappé. Maintenant, enfin, c'est fini de rouler comme tu l'as fait, car l'un de nous deux, toi ou moi, ne verra pas le soleil se lever demain. Il reculait en m'entendant, et je pouvais lire sur son visage qu'il me croyait fou. Et c'est vrai que je l'étais à ce moment-là. Mes tempes battaient comme des marteaux pilons, et je crois que j'aurais eu une crise quelconque si je n'avais saigné abondamment du nez, ce qui me soulagea. Que penses-tu de Luciférier maintenant? Criai-je en fermant la porte et en agitant la clé devant son visage. Le châtiment a été long à venir, mais il t'a atteint enfin. J'ai vu trembler ses lèvres de lâche quand j'ai parlé. Il m'aurait imploré de l'épargner s'il n'avait compris que ce serait inutile. Vous voulez m'assassiner, balbutia-t-il. Ce n'est pas un assassinat. Qui parle d'assassiner un chien enragé? Quelle pitié as-tu montré à celle que j'aimais quand tu l'as arraché du cadavre de son père pour l'emmener dans la honte de ton harem maudit? Ce n'est pas moi qui ai tué son père, s'est-il écrié, mais c'est toi qui as brisé son cœur innocent. Je hurlai presque en plaçant la boîte devant lui. Que le Dieu tout-puissant juge entre nous. Choisis et mange. Il y a la mort dans l'une et la vie dans l'autre. Je prendrai celle que tu laisseras. Voyons s'il y a une justice sur terre ou si c'est la chance qui nous gouverne. Il s'éblotit